Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour de la visite le 3 juin du président de la République dans les communes de Torodi et de Makolandi, région de Tillabéri. Ensuite, nous parlerons des préparatifs du Hajj 2022. L'actualité, c'est aussi la pénurie du gasoil au Niger. Et à la fin, si le temps nous le permet, nous parlerons de la visite du président en exercice de l'Union africaine, le président sénégalais Macky Sall, en Russie. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir El-Hadji Mohamedou Suleiman, directeur de la rédaction du journal Niger Inter. El-Hadji Mohamedou Suleiman, bonsoir. Bonsoir Mouktar. Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative. Hassan Boukar, bonsoir. Bonsoir Mouktar. Nous attendons d'un moment à l'autre Hussein Issa Jibo, journaliste indépendant, à la modération Mokhtar Hamadou. Nous débutons le forum de la presse de ce vendredi 10 juin 2022 par la visite du président de la République Bazoum Mohamed dans les communes de Makolandi et de Torodi au chevet des populations déplacées le 3 juin 2022. Ces localités accueillent plusieurs milliers de personnes qui ont fui les exactions des groupes armés non étatiques. Le chef de l'État a déclaré que toutes les dispositions sont prises pour assister ces populations, mais aussi créer les conditions pour leur retour chez elles. On l'écoute. Ces populations qui se sont déplacées, nous avons décidé de les ramener chez elles. Je suis venu un peu pour donner le coup d'envoi de ce processus de leur retour. Mais je voudrais leur dire que nous avons étudié minutieusement les conditions pour leur assurer la sécurité afin d'accepter que nous les ramenions. Nous n'allons pas les ramener et les abandonner à la merci des terroristes. Nous avons étudié de façon minutieuse et j'ai fait confiance aux forces de défense et de sécurité et à leurs chefs qui nous ont proposé un plan très précis que nous avons étudié minutieusement et c'est sur cette base que nous avons consenti à ce que les populations retournent. Vous allez retourner chez vous et nous allons mettre en œuvre ce dispositif de sécurisation de votre retour, mais surtout sécuriser votre vie de façon définitive et créer les conditions pour que vous vous livriez à vos activités économiques et en particulier à la culture de vos champs en cette saison de pluie. Hassan Boukar, vous venez là de suivre Bazoum Mohamed qui réconforte et rassure les populations déplacées au sujet des mesures prises pour sécuriser leur village. Quel commentaire cette visite suscite en vous? Mokhtar, je peux dire que ça montre quand même un souci du président de la République d'aller au chevet des populations qui sont victimes des groupes terroristes de ces deux communes. De la même façon qu'il l'a montré dans la région de Difa. Il n'hésite pas à aller, même dans des zones considérées comme difficiles, des zones où il pourrait être exposé. Hier jeudi, il était quand même dans la région, dans la zone du terrain. Oui, donc il l'a déjà montré quand même pour l'opinion. Il fait preuve de courage en allant dans ces zones reculées, souvent exposées à ces groupes terroristes. Et donc il montre un intérêt à aller réconforter les populations qui ont été victimes de ces attaques, qui ont été contraintes d'abandonner leurs terres, leurs maisons. Oui, mais avec quelle garantie? Alors, ce qu'il dit, évidemment, c'est avec les FDS, c'est de sécuriser. Je comprends bien le sens de la question, c'est-à-dire que c'est toujours un risque, vous n'avez pas de risque zéro,
en ramenant les populations chez elles. Quand je prends l'exemple de Difa, il a osé, c'était risqué aussi de ramener les populations de Barwa, de ramener les populations d'autres localités qui avaient été abandonnées depuis 2 années. Mais il fallait essayer. Par la suite, il y a eu des attaques et tout ça, mais quand même les populations sont sur place. Donc là, on est à la veille de la saison des cultures. Que les populations restent sans retourner sur leurs terres, c'est quand même le risque est double. Il y a déjà le fait qu'elles aient quitté leur maison, mais aussi elles ne pourront pas cultiver, elles ne pourront pas produire. Donc la situation est vraiment difficile, mais le fait de leur dire retournez, on va assurer votre sécurité, ça ne veut pas dire qu'il y a une sécurité garantie. C'est-à-dire l'idée du président, si j'ai bien compris, c'est de dire on va amener le maximum d'éléments de sécurité pour vous sécuriser. Maintenant pour que vous soyez chez vous. Donc, il n'y a pas de garantie à 100%, puisque l'FDS était quand même là dans certaines localités, les populations étaient contraintes de quitter. Et donc, il fait le pari de renforcer la sécurité et de réinstaller ces populations dans leur village de façon à ce qu'elles puissent continuer à vivre. Donc, c'est quand même un risque, mais je pense qu'il l'a déjà tenté ailleurs et c'est peut-être donc pour ça qu'il continue à le faire dans ces 2 communes. Alhaji Mahamadou Souleymane, le président de la République Bazoum Mohamed, a également exprimé sa politique de la main tendue et du pardon en faveur de l'ensemble des fils et filles de la nation, surtout ceux qui renoncent aux armes et décident de retrouver le droit chemin. Quelle analyse faites-vous autour de cette posture du président de la République? Oui, je pense que ça traduit l'idée que ce que pensent d'aucuns, la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas seulement une approche militaire. Il y a d'autres, justement, aspects, d'autres voies à explorer, notamment le dialogue. Effectivement, il y a certains, c'est des fils de terroir, donc qui ont été soit en fait égarés ou bien tout simplement aller par nécessité. Donc les appeler à revenir dans la République, les appeler à revenir à mener une vie normale, de renoncer à la violence qui ne mène à rien, parce qu'il a insisté là-dessus. C'est une très bonne chose, la politique de la main tendue, et je pense que quand il était ministre de l'Intérieur, il l'a fait à Difa, où les éléments natifs de Difa qui sont allés à Boko Haram, ils étaient venus, donc, tout simplement, où on leur donne une chance de réinsertion. Je pense que c'est de la même dynamique. Je pense que si tant est qu'il y a des Nigériens, en tout cas, qui sont sensibles à ce discours-là. Est-ce que cette posture n'est pas un aveu d'impuissance? Comme j'ai dit, en fait, c'est entre autres moyens, parce qu'en réalité, la plus dure des guerres finit par la négociation. Et je pense que demander aux Nigériens, et vous vous souvenez, ceux qui avaient fait polémique il n'y a pas longtemps, lorsque le président avait tenu la conférence des cadres, il a fait libérer donc des terroristes, donc c'est des Nigériens. C'est dans la même dynamique effectivement dialogique, chercher donc le dialogue avec les communautés, parce qu'il me paraît évident que les gens qui sont dans les communautés, et la meilleure façon justement de régler définitivement le conflit, c'est qu'ils reviennent eux-mêmes et qu'ils contribuent à aider à faire entrer d'autres concitoyens qui sont dans le... Je pense que vraiment ce n'est pas négatif, ce n'est pas un aveu d'impuissance, c'est plutôt une voie vraiment rationnelle, une stratégie rationnelle en tout cas de règlement du conflit. Maintenant, comme l'a dit Abba, en tout cas je pense qu'il faut vraiment saluer cette vision, en tout cas s'il a fait à Barawa, s'il a fait dans l'Anzourou, en tout cas on pense que... Sauf que le risque est réel, mais on peut espérer justement le président aussi, parce qu'il a été très clair, en tout cas pragmatique. Je ne vous amène pas à vous abandonner, mais je pense qu'il y a l'espoir avec les moyens qu'il compte disposer et avec l'appui justement des partenaires. Il pense qu'à moyen terme, en tout cas, pouvoir le faire, parce qu'il parlait que la saison de campagne est en train de s'accélérer, veut dire qu'à court terme, parce que tout simplement, nous sommes déjà en juin et les pluies ont déjà commencé. Donc, c'est dire que c'est de mon point de vue, en tout cas, opportunité pourvu que on puisse effectivement créer les conditions. Il me paraît évident que quand on regarde notre territoire qui est très vaste,
On ne peut pas poster des FDS de façon permanente, mais derrière c'est chaque village. plutôt sur maintenant les moyens un peu sophistiqués de renseignement et de logistique pour vraiment faire la veille donc, sur les localités. C'est vrai aussi, puisque maintenant le risque est là, parce qu'en fait, cette zone, vous l'avez dit, la situation est en train de se dégrader sérieusement. Et je pense que le président l'a fait pour rassurer les gens, parce qu'en venant aussi dans ces théâtres-là de conflit, c'est aussi rassurer ces populations de la présence de l'État et prendre des engagements qu'on ne vous a pas abandonnés. Mais il faut dire que franchement, ces dernières semaines, ce qu'on est en train d'observer dans la zone des trois frontières, la situation est très délicate. Et quand on voit effectivement de l'autre côté le Nord Mali, qui est vraiment de no man's land, parce qu'au niveau de la frontière entre notre pays et le Mali, on a beau sécuriser nos populations, donc les terroristes ont une sorte donc de quartier général. Ils sont toujours là-bas, ils vont toujours venir nous attaquer. Donc, franchement, et c'est pourquoi je pense, à mon humble avis, cette question contre le tourisme, en tout cas, se fera avec nos armées. C'est-à-dire qu'il faut absolument dépasser les passions. Le Mali, le Niger, on doit travailler ensemble, en tout cas. Ça pourrait effectivement donner plus de résultats concrets. Hussein Issa Jibo, dans la commune de Makolondi, les services du maire ont identifié quelques 6455 personnes constituant 1017 ménages ayant fui les exactions des groupes armés non étatiques ces dernières semaines. Ils ont également relevé la fermeture des 2/3 des écoles que compte cette commune. Comment expliquer cette situation? Oh, mais Mokhtar, il y a 48 heures seulement, ici Bougoum. Bougoum, c'est où Bougoum? Bougoum, c'est à l'entrée de Niamey. Là où se trouve le poste de contrôle de la gendarmerie. Ils sont venus, ils ont tué un gendarme. Ils sont venus, c'est qui ils? Les brigands. Moi, ce n'est pas des terroristes, c'est des brigands. C'est des gens qui ont pris goût à une chose. Il n'y a pas une force qui est capable de maintenir, de créer les conditions, les rapports de force nécessaires pour les contraindre à arrêter ça. Ils sont venus, ils ont tué un gendarme, ils ont blessé un autre gendarme, ils sont retournés. Il n'y a pas eu de communication. Moins d'une semaine mais après la visite. Mais semaine avant-hier, c'est quel jour? Je ne sais pas, il y a 72 heures. Mais j'ai dit moins d'une semaine après la visite du président. Mais quand on est dans une situation comme ça, moi je veux dire, il y a des moments où il faut mettre de côté la communication. Carrément, il faut mettre la communication de côté. Il faut agir. Il faut agir, il faut aller détruire. Parce que je me dis quelque part, c'est une espèce de défi. Vous êtes allé, vous avez dit aux populations, voilà, on va vous retourner dans vos zones. Et ils viennent à l'époque de Niamey. 20 km de Niamey. C'est même de Niamey. Parce qu'il y a plein de gens qui ont construit dans ces zones-là. Il y a beaucoup de Nigériens, de Niamey. Il y a des lotissements même au-delà de Bougoum. Ah, alors, ils viennent, ils cognent, ils frappent. Il faut qu'on arrête de divertir. On se donne les moyens d'exterminer ces gens-là. Ils ne viennent pas d'ailleurs. Moi, j'ai dit, ils ne viennent pas d'ailleurs. Parce que quelqu'un ne peut pas venir du Mali là pour venir attaquer Bougoum. Bougoum, là, c'est à côté. C'est une zone que je connais un peu partout. Toutes les zones, souvent, où il y a des attaques, c'est des zones que je connais. C'est pas loin. Mais alors, quand on voit, ils sont à la porte de Niamey. Et bon, les gens se disent, bon, mais c'est Bougoum. On met ça dans le compte ça veut dire qu'il y a un problème. Où on veut combattre, éradiquer. Parce que moi, je mets au défi. Quelle est la force terroriste ou le commando terroriste qui va quitter le Mali pour arriver jusqu'à Bougoum? Ce sont les enfants du terroir alors? C'est des enfants du terroir. Lui, le président, il allait à Torodi, Makolondi pour dire, bon, voilà, jusqu'à supplier, ils n'ont qu'à déposer les armes. Non. Ou tu veux vivre en paix, ou tu veux faire autre chose. La loi du talion. Non, s'il te plaît. Mais on va dire, mais attends, il y a combien de jeunes chômeurs qui sont là à Niamey, qui n'ont pas de boulot, qui ont des diplômes et tout et tout. Pourquoi aller proposer à des petits voyous? On ne sait même pas par comment ça se monte.
comme par défi, ils viennent te dire, nous, on est à la POCT. La POCT, c'est quoi? C'est beaucoup. Merci. Non, laisse-moi finir. Rapidement. Tu ne me laisses pas finir. Mais Rapidement. c'est la POCT là. La POCT d'entrée à Niamey, c'est beaucoup. Est-ce qu'on nous a dit il y a une communication officielle autour de ça? Rien. Il n'y en a pas eu de communication officielle. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on se donne les moyens. Moi, je suis de ceux-là. Peut-être on peut penser que je suis un anarchiste. Je ne le suis pas. Mais s'il faut ratisser pour voir d'où ces gens-là sortent, les exterminer, pour qu'on ait la paix et montrer aux autres, quiconque veut imiter ce genre de comportement-là, il va subir la même chose. Est-ce qu'on est en train de faire ça? Ou tu vas aller négocier des gens? Non. On dit non, il faut déposer, les parents n'ont qu'à supplier leurs enfants. S'il vous plaît, quelqu'un qui vient, il vole un troupeau. Ça lui ramène 5 millions, 10 millions. Un seul troupeau. Mais vous pensez qu'en venant dire que non, il faut arrêter, lui, il va arrêter? Mais pourquoi il va arrêter? Tu vas lui donner 5 000 pour qu'il entreprenne une activité génératrice de revenus. 5 000 francs. Il faut qu'on arrête. On a affaire à des voyous. Moi, toute cette histoire, ces concepts-là des blancs, non, c'est des djihadistes, c'est des machins rattachés à ceci, cela. C'est faux. C'est faux. C'est des jeunes gens, ils ont trouvé, c'est un créneau facile, on peut faire de l'argent. Merci Hussein Issa. On observe une courte pause. Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse. Le prix du Hajj 2022 est fixé à plus de 3 300 000 francs CFA. L'annonce a été faite le 2 juin par le ministre du Commerce Al-Kash Al-Hada lors d'un point de presse. Alhaji Mohamed Suleiman, quelle lecture faites-vous au sujet du prix du Hajj 2022? Le prix du Hajj, justement, c'est 3 281 075 3 300 000. On a, en tout cas, selon l'explication du COHO, donc c'est toutes les charges cumulées, le prix du billet, les charges saoudiennes. Donc, c'est en tenant compte de tout cela, il faut quand même... Ça veut dire que dans ces services aussi, le prix a augmenté en Arabie Saoudite? Bien sûr, ça a augmenté et on peut se dire que dans la sous-région, le prix au Niger, quand on regarde les autres pays, c'est pas en tout cas, c'est moindre par rapport aux autres pays où ça fait jusqu'à 4 600 000, 4 500 000. Donc on est à moins de 4 millions, mais de façon générale, le Hajj cette année est très cher. C'est très cher et on peut le comprendre parce que les Saoudiens en 2019, par exemple, ils ont jusqu'à 2 500 000 pèlerins. Cette année, ils ont accordé 1 million tous les pèlerins à travers le monde, même ceux qui sont en Arabie. Donc c'est 1 million seulement. Donc on comprend véritablement, peut-être qu'eux-mêmes, peut-être l'Arabie Saoudite, puisqu'ils savent que le nombre de pèlerins est limité et réduit, il fallait donc maximiser au niveau des charges. Donc, pour aussi rentabiliser, parce que quand même le Hajj aussi, au niveau du royaume, c'est aussi une activité comme économique florissante. Donc, maintenant, on sent un peu le cri de cœur de certains qui demandent à l'État de consentir des sacrifices. Mais moi, je dis, en tout cas, partant de ma petite connaissance, c'est que le Hajj... Est-ce que l'État peut faire quelque chose à ce niveau? Non, c'est ça, je suis en train de dire que le Hajj n'est pas destiné aux pauvres pour demander la charité. Dieu, c'est un pilier de la religion. Dieu, c'est ceux qui ont les moyens qui doivent faire le Hajj. Oui, mais est-ce que l'État peut subventionner au moins certains services? Mais justement, on va voir jusqu'ici ce que l'État va faire. Mais je dis qu'en fait, par rapport à ce discours-là, il faut quand même se dire que oui, tout le monde a besoin de concessions, mais le Hajj n'est pas fait pour tout le monde. Ceux qui n'ont pas les moyens, ils peuvent reporter leur Hajj jusqu'à ce qu'ils aient suffisamment de moyens pour le faire. Sinon, je pense que selon mes informations, déjà, le Niger a eu 7 millions
194 pèlerins, déjà 7000, pardon, 7000. Donc l'offre est insuffisante cette année, à ce moment-là, par rapport à la demande. Donc cela veut dire quoi? Ceux qui, franchement, par exemple, des cadres, ou bien en tout cas des gens qui, par exemple, en 2019, c'était fait à 2 millions 300. Maintenant que c'est devenu donc plus de 3 millions, c'est que si tu n'as pas suffisamment d'argent, parce que, acceptant que, en plus de cet argent-là, ces 3 millions-là, presque 300 000, il te faut encore de l'argent pour te prendre en charge. Il y a beaucoup de services privés que tu vas te faire pour avoir de l'argent. Peut-être 1 million, je ne sais pas moi. Donc, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas les moyens, parce que déjà, en tout cas, il y a ce moment-là, et vous allez voir, on est en train dans une situation où même il y a des gens qui sont en train de hacker le système du Hajj pour tricher. Mais si effectivement il y a trop de monde, ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, vraiment, je peux vous dire que bon voilà, moi je peux résister. Dans tous les cas, c'est un voyage, comme on dit. Mais franchement, il se passe des choses inacceptables. Il y a donc cette question où donc les gens sont en train de faire même des pèlerins fantômes. Le responsable des agences. Vous avez vu, le COHO a suspendu justement 5 agences. 5 agences parce qu'effectivement, les gens sont allés concevoir des pèlerins fantômes, autrement dit, pour tricher avec le système. Donc on dit qu'il y a des gens qui veulent des hackers pour perturber le système du GAHO, la gestion automatisée du Hajj et la Umrah. Donc vous voyez, on en a des choses, mais au niveau du COHO, c'est que, en tout cas, qui est sûr, et il faut que les gens se le disent, il y a assez par rapport à l'offre, la demande est très forte. Donc vraiment, si cette question du prix, en tout cas, n'est pas supportable, vraiment, que les gens se disent qu'il vaut mieux résister. Dans tous les cas, on peut espérer que cette expérience de 2022, si le Hajj se passe bien et qu'il y a l'histoire de Covid est passée, on pense que peut-être que l'année prochaine, le royaume va ouvrir le Hajj à tout le monde comme d'habitude. Hussein Issa, qu'est-ce qu'on peut retenir autour de l'organisation du Hajj 2022 au Niger? L'organisation du Hajj, si je dois remonter dans le temps, c'était à pied que les gens pactaient. Il n'y a personne qui demandait un franc à personne pour aller faire quelque chose. Ça fait partie des rites de l'islam, à pied, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est devenu une affaire de commerce. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une affaire de commerce. Entretenu par les patrons des agences? Mais attends, ça fait partie des piliers. Les 5 piliers de l'islam. Aujourd'hui, il y en a qui en ont fait un fonds de commerce. C'est dans ça qu'ils mangent toute l'année. Je parle sous le contrôle d'Allah Suleiman qui est là, qui me regarde. N'est-ce pas? Oui, pourquoi? Je ne sais pas. Okay. Allez-y. C'est devenu un fonds de commerce. Où les gens pensent que c'est le moment opportun où ils peuvent se faire de l'argent pour vivre toute l'année. Le montant est passé jusqu'à 3 millions et quelques. Je ne sais pas, il vient de dire le montant, combien ça coûte aujourd'hui. 3 300 000 ça, francs. C'est juste l'argent pour les billets d'avion et les autres accessoires là-bas. N'est-ce pas? On a épinglé des agences qui cherchent à tricher en mettant des noms qui n'existent pas. Parce que tout simplement, ils veulent gagner. Dans l'islam aussi, il faut tricher. S'il te plaît. L'islam qui te dit que ces gens-là croient. Il faut manger. On est dans un environnement où tout est devenu de l'argent. Tout est argent. Tout est déterminé par l'argent. On est dans cette situation. Ceux qui ont été épinglés, il y a 5 ou 4 ou 5 agences. Tu me corriges, hein, parce que je ne sais pas exactement. On est dans une situation où on se pose la question. Quelque part. D'une année à l'autre, ça monte. Les prix. Oui. Les billets d'avion. D'une année à l'autre. Ça pose un problème. Est-ce qu'on explique aux gens c'est quoi qui justifie les montants sur les prix du billet, sur les prix de comment on appelle ça, les autres services, les autres prestations? C'est quoi qui explique ça? Qu'est-ce qui peut expliquer que d'une année à l'autre, le billet qui a été acheté l'année dernière,
on va te dire le billet cette année, ça coûte tellement. Qu'on nous dise tout ça. Qui le fait? Ça arrange tout le monde. Y compris quoi? Y compris, quelque part. On décide. On décide. Et pourquoi? Pourquoi on va me dire que le billet d'avion va coûter, cette année, ça a coûté tel montant, l'année d'après, l'année suivante, voilà, c'est le montant. C'est quoi? Parce qu'il y a une forte demande, mais ça ne doit pas. Parce que les billets sont calculés en fonction du coût. L'avion qui est affrété pour transporter les gens, les billets sont... C'est sur cette base-là. Les enfants de business. Mais les gens qui font business. Mais tu vas faire business et tu dis que tu es musulman. Non, ça n'a aucun sens. Ça veut dire que tu ne crois pas. Tu veux faire tes affaires. Tu veux vivre sur terre. De l'autre côté là, tu fais semblant seulement que tu cherches l'autre côté. Mais tout doit se passer ici. Merci beaucoup, Hussein Issa. Hassan Boukar, l'Arabie Saoudite a accordé au Niger un quota d'un peu plus de 7000 pèlerins pour le Hajj. Aladji Mohamed Suleiman l'a rappelé tout de suite. Ce quota correspond à peu près la moitié de celui de 2019 où le Royaume d'Arabie Saoudite a accordé au Niger plus de 15 000 pèlerins. Qu'est-ce qui pourrait justifier ce recul? Je pense le contexte lié à la pandémie de Covid. Pendant 2 années au moins, ils n'ont pas du tout fait le Hajj. Là, ils le reprennent maintenant. Je pense qu'ils ne veulent pas se lancer tout de suite comme si tout est redevenu normal, alors qu'il y a encore des régions du monde où cette maladie est une réalité. C'est lié à ça et malheureusement, ça a des conséquences chez nous parce que les gens ont quand même attendu au moins 2 éditions sans pouvoir faire le Hajj. Et donc, la demande est plus forte maintenant. Au moment où la demande est forte, on a peu de place. Et du coup, chacun se demande, est-ce que je peux aller, est-ce que je serai parmi les élus? Donc, ça fait un vrai problème. Voilà. Non, je veux dire, en termes d'élus, je parle des personnes qui seront sélectionnées. Parce que tout le monde n'aura pas la chance d'aller, c'est évident. Je me demande comment tu fais la sélection d'ailleurs. Dans un pays où il y a des fortes demandes, des demandes qui attendent depuis 2 éditions, si tout d'un coup on réduit le nombre, comment tu fais la sélection? C'est déjà un vrai problème, un vrai casse-tête. Et je pense que à la fois pour les pèlerins, mais aussi pour les alliances. Mais je veux réagir sur ce que Hussein a évoqué. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui choque, quoi. C'est-à-dire que sur le business autour du Hajj, ça choque quand même. J'ai l'impression que derrière chaque agence, j'ai l'impression de voir les mêmes religions. Oui, mais est-ce que le gouvernement nigérien est au courant de ce stade de fait? Non, mais il vit dans ce pays, il est mieux informé que nous, normalement, le gouvernement. Donc, ce que je veux dire, derrière chaque agence, j'ai l'impression de voir des messieurs, les religieux, les mêmes que je vois à la télé, j'ai l'impression qu'ils disent Dieu, le prophète. Alors, il y a quand même une question de responsabilité. C'est-à-dire qu'on fait du business derrière ces choses-là, les gens voient beaucoup plus l'aspect religieux. Parfois, même une fois en Arabie Saoudite, les choses ne se passent pas forcément bien pour le logement, pour la restauration. Mais ce qui importe pour les gens, c'est d'avoir fait ce rite-là. Et donc, les gens sont moins critiques. Mais les autres, finalement, je pense qu'il y a quelque chose qui choque. Et sur les billets d'avion, normalement, les questions des billets d'avion, selon que vous prenez l'avion aujourd'hui, selon que vous faites la réservation il y a 2 ou 3 mois, normalement, il y a une différence. Et donc, la question fondamentale aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une vraie arnaque contre les pèlerins, ne serait-ce qu'au vu de la multiplication sans arrêt des agences? Apparemment, il y a de l'argent à prendre dans ce domaine. Regardez comment les agences se multiplient. J'aimerais bien savoir, moi, quel est le bénéfice que gagne une agence après avoir fait le Hajj. Ça se fait une fois l'an. Est-ce que les gens ne prennent pas au maximum de façon à garantir toute l'année jusqu'au prochain Hajj? Et là, ça s'est fait sur le dos du pèlerin. Et je pense que s'il y a une chose que le gouvernement devait faire ou la commission qui est chargée de l'organisation, c'est aussi de faire en sorte que le pèlerin ne soit pas grugé. Il y a énormément de business, il faut qu'il y ait un peu de morale, ne serait-ce que parce qu'on parle du 5e pilier de l'islam. Au moins un peu de morale. Mais on ne voit pas cette morale. Et donc, moi, j'interpelle vraiment tous ces religieux qui nous parlent tous les matins des préceptes, du respect, d'avoir peur de Dieu. Il faut que chacun ait peur de Dieu, quoi. Mais je ne suis pas convaincu, franchement. Comme vous savez, je me pose beaucoup de questions. Je me dis, mais pourquoi les gens choisissent un terrain religieux pour faire des affaires, quoi? Bon,
Le commerce n'est pas interdit. Mais la façon dont les gens s'adonnent, tu as l'impression que c'est vraiment du business sans règle, quoi. On tape sur le pèlerin, on lui prend le maximum. Si après il est totalement KO, ce n'est pas leur affaire, quoi. Merci beaucoup, Hassan Boukar. On observe une courte pause. Depuis quelques jours, les stations-service de Niamey peinent à fournir régulièrement du gasoil aux usagers. En effet, c'est une longue file d'attente qu'on aperçoit au premier regard devant quelques stations-service qui possèdent encore du gasoil. Cette situation a sans doute des conséquences sur les activités économiques du pays. Hussein Issa, en vue de pallier cette crise du gasoil, le gouvernement a décidé de la suspension immédiate de l'export à partir du 1er juin 2022 et la fermeture des stations-service prises en flagrant délit d'exportation frauduleuse ou de spéculation sur les prix à la pompe. Avez-vous d'autres informations au sujet des causes de cette pénurie? Mais la cause, parce que c'est une mafia. C'est tout simplement une mafia, c'est pas autre chose. Depuis pratiquement l'installation et puis, comment dire, la commerce, ça a été une mafia, ça a été installé comme ça. Une espèce de mafia. Autour du gasoil. Mais pas le gasoil, s'il te plaît. C'est quoi? C'est seulement le gasoil qu'on produit. Il y a l'essence, il y a d'autres. C'est seulement la Mais pénurie s'il te du plaît, gasoil. c'est le gasoil qu'on a vu. Et le gasoil, c'est plus important. C'est que les gens oublient. C'est grâce au gasoil qu'on est approvisionné dans les villes. Parce que les camions qui vont chercher les marchandises, comment ça s'appelle, au niveau des ports, là, des corridors, là, c'est des camions, c'est des véhicules qui consomment du gasoil. Il faut pas... Les engins des FDS. Mais non, mais les gens... Bon, tout ça. Moi, je vais parler de ceux qui amènent les macaques qu'on mange, là, et autres. N'est-ce pas? Aujourd'hui, ils sont tous paralysés. Pourquoi les gens peuvent être surpris? C'est un système qui a été délibérément monté. Hey, À quel dessin? à quel dessin? Par qui? Ok. Mais par ceux qui profitent du système. Quelque part, par ceux qui profitent de ce système-là. Parce que quelque part, je me dis, il n'y a aucune raison. On avance que il y a deux responsables qui sont au niveau de la Soraz et on les a chassés. Et que des gens viennent, ils achètent le carburant chez nous parce que sur les 20 000 barils, nous n'en avons que 7 000. Et que des gens parviennent à prendre notre carburant qui doit permettre, et que les 7 000 même, on n'arrivait pas à consommer ça régulièrement. Que des gens, et qu'on se retrouve dans cette situation, il faut bien se poser des questions. Depuis quand on a vu dans ce pays, depuis qu'on importait le carburant du Venezuela, on n'a jamais connu une telle situation. Et alors, que des gens disent que non, mais qu'est-ce qui explique cette situation? Parce que les gens veulent que cette situation soit entretenue et on est en train de vouloir ménager. Oui, et ça profite à qui? Ça arrange qui, cette situation? En tout cas, pas le consommateur à la base qui va à la pompe là pour mettre l'essence. Parce qu'il y a des gens qui ont garé leur véhicule. N'est-ce pas? À cause de cette situation. Ça arrange qui? Au profit de qui? Mais est-ce que tu as besoin de me poser cette question? Est-ce que tu as besoin de me poser pour demander à qui ça profite? À qui ça a profité depuis que ça a commencé à être exporté? À qui ça a profité depuis qu'on a commencé à mettre le carburant, à raffiner? Je pose la question. Donne-moi la réponse. Parce que moi, je vais te poser la question. Merci Hussein Issa Jibo. Hassan Boukar, avec la guerre en Ukraine, le marché international des hydrocarbures connaît aujourd'hui une perturbation sans précédent, marquée notamment par une hausse substantielle des prix à la pompe dans la plupart des pays du monde. Peut-on faire le lien entre la crise du gasoil nigérien et les conséquences de la guerre entre l'Ukraine et la Russie? S'il y a un lien à faire, c'est le fait que la part des hydrocarbures qui viennent de Russie se raréfie aujourd'hui sur le marché, étant donné qu'il y a un embargo là-dessus. Donc, ça fait que finalement,
les Européens qui sont les gros consommateurs, qui rechignent de plus en plus à consommer ce qui vient de la Russie, ils se rabattent sur la production des autres régions du monde. Et du coup, ça peut avoir une influence. Y compris le Niger et le Nigeria. Mais sur le Niger, en tout cas, ce que j'ai entendu comme explication officielle, même de la SONIDEP, c'est le fait que les Nigérians qui ont du mal à l'obtenir sur le marché international ont tendance, au moins, à se rabattre sur le Niger. Du nord Nigeria, ont tendance à venir le prendre là chez nous. Et du coup, la consommation, il menace en fait la consommation nationale. C'est un peu ça l'explication. Mais je pense que cette situation, elle montre aujourd'hui le peu de contrôle, je crois, de l'État du Niger sur ce domaine très sensible. On l'a déjà vécu sur d'autres produits sans que ça ne fasse autant de bruit. Sur le gaz domestique, ça n'a pas fait beaucoup de bruit parce que ça concerne les ménages, ça concerne les petits consommateurs. Lorsque l'État a mis en vente ce gaz, ils ont fixé un prix. 1800 francs pour le cycle, je crois, 3750. On est allé jusqu'à 5500. 6000 à certains endroits. Alors, que fait l'État? L'État fait des menaces parfois pour dire, écoutez, voilà le prix officiel, sans avoir réellement un contrôle sur ces marchés. Vous avez des grossistes au niveau national qui sont capables de faire la pénurie pour monter le prix. En fait, l'État, il a perdu le contrôle sur cet aspect-là. Et là, on n'a pas fait beaucoup de bruit parce que ça concerne les ménages. Aujourd'hui, ça concerne l'import-export parce que, comme Hossein l'a rappelé, nous sommes un pays qui n'a pas de chemin de fer, qui n'a pas accès à la mer, et du coup le transport est quelque chose d'extrêmement sensible. Or, la pénurie du gasoil agit sur plusieurs aspects à la fois. Et du coup, ça alerte tout le monde. Mais je pense que c'est peut-être l'occasion aujourd'hui d'avoir un meilleur contrôle sur ce secteur-là. C'est un secteur stratégique. L'État doit avoir un meilleur contrôle. C'est-à-dire qu'au-delà de l'argent qu'on gagne à travers le budget national sur la vente des hydrocarbures, il faut aussi que ça serve les ménages, il faut que ça serve les citoyens nigériens. Pendant longtemps, les gens cherchaient à faire baisser, par exemple, le prix de l'essence. Ils ne l'ont pas obtenu. Aujourd'hui, il faut bien faire en sorte que les gens puissent le gagner. Et c'est peut-être l'occasion de remercier au moins les autorités de la Ve République qui ont eu l'idée d'avoir une raffinerie. Beaucoup de pays produisent du pétrole sans avoir à le raffiner sur place. Je pense qu'il faut aussi peut-être le reconnaître qu'il y a eu un peu de vision pour ces pays et c'est quelque chose qu'il faut saluer. Elhadji Mohamedou Souleymane, quelles sont les autres conséquences de cette crise du gasoil pour l'économie nigérienne déjà fragile avec la flambée des prix des denrées sur le marché? Les conséquences, c'est comme l'a dit Ousseini, vous savez, les grands consommateurs de gasoil, c'est les gros porteurs qui acheminent les marchandises. Cela veut dire que si on y prend garde, on pourrait connaître une pénurie de produits de première nécessité et cela va encore être plus aggravant. Mais je pense que quand même entre la semaine prochaine, de la semaine à aujourd'hui, on se rend compte que la crise du gasoil est en train d'être résorbée. Les mesures sont prises. Moi, je pense que c'est indéniable la crise mondiale. Donc la crise de la guerre, effectivement, comme l'a dit Abba. Effectivement, du fait de cela, vraiment, sur le monde d'ouvrir les yeux, suivre l'actualité, tous les pays membres de la sous-région on parle partout effectivement de pénurie de gaz. Avez-vous une idée au sujet de la cause de cette pénurie Justement, on a fait un article dans notre journal de cette édition où on est allé vraiment vérifier qu'est-ce qui se passe. Selon en tout cas la version du ministère du Pétrole, c'est que c'est des marketeurs véreux qui ont profité de la conjoncture, de la situation. Tout à l'heure, absolument, on parle tout à l'heure du Hajj, du business. C'est que très malheureusement, souvent dans les affaires, dans le business, les gens ont tendance à laisser de côté la question de la patrie. Mais il y a un ministère, il y a tout un ministère qui gère la question. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la SONIDEP. Qu'est-ce qui se passe dans la production, dans les 20 000 barils produits par le Niger? Une partie est destinée à l'exportation, une partie à la consommation domestique. Et il se trouve, dans ces circonstances, parce que ça se vend très cher, notamment au Nigeria, effectivement, et les gens ont osé exporter même ce qui est destiné à la consommation domestique.
Et tout à fait, voilà comment on est arrivé justement à cette situation. Maintenant, là, on ne peut pas dédouaner le ministère, effectivement, c'est que ça ne devait pas arriver. C'est tout simplement, comme on l'a dit, effectivement, le contrôle vigilant aurait pu véritablement éviter cela. Mais, très malheureusement, on est arrivé, c'est dire que, donc, il va falloir doubler de vigilance au niveau de la Sorinda, au niveau de la Soraz, au niveau justement qu'on ne laisse pas, en tout cas, le pays pris en otage par des marketeurs. Donc, c'est un peu, en tout cas, l'explication donnée par... mais ils sont en train de prendre des mesures, en tout cas, aujourd'hui. Un moment, vous avez vu, à travers les réseaux sociaux, les gens demandent où trouver du gazole, dans quelle station. On n'est plus à ce niveau. La situation est en train d'être résolvée. Mais nous pensons que, comme un autre atout, malgré quoi qu'on dise, c'est que quand vous comparez la sous-région, en tout cas, l'essence ou le gazole à la pompe, notre prix, en tout cas, au Niger, en tout cas, est le meilleur. Merci beaucoup, El Hadj. On a servi une courte pause. Dernier aspect de ce forum de la presse, il est relatif à la visite du président en exercice de l'Union africaine en Russie. Le chef de l'État sénégalais s'est entretenu avec Vladimir Poutine le 3 juin à Sochi, dans le sud de la Russie. Macky Sall a déclaré à son homologue russe qu'il devait tenir compte de l'impact que les pénuries alimentaires causées par le conflit ukrainien ont sur le continent, rapporte l'agence française de presse AFP. Aladji Mahmoud Suleiman, avez-vous d'autres informations au sujet de cette visite du président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, en Russie? Je pense que cette situation a suscité une certaine curiosité où l'Afrique est vraiment un peu au niveau diplomatique. On voit par exemple l'Europe en difficulté. Donc non seulement on dit que Macky Sall allait négocier entre guillemets du blé, en tout cas pour que la situation de l'Afrique, parce qu'effectivement, si la guerre perdure, la crise alimentaire va s'aggraver, la crise des hydrocarbures, mais aussi on dit que Macky Sall allait aussi demander à Poutine vraiment de mettre fin à la guerre. Donc, de mettre fin à la guerre comment? Justement, aujourd'hui, si Poutine décide effectivement, il peut véritablement mettre fin à la guerre parce que celui qui l'a déclenché, il sait comment il l'a fait. Donc, je pense que c'est une très bonne chose. Non seulement aller négocier pour que la situation soit allégée pour l'Afrique, mais aussi si il peut avoir cette procédure, en tout cas, de demander à ce qu'on essaie de voir, parce que cette guerre-là, si elle est perdue, effectivement, ses conséquences vont se pour les plus faibles que nous sommes. Donc, par conséquent, ce n'est pas de la blague, c'est une très bonne chose. Donc, on a vu effectivement une certaine gêne pour certains pays que, Macky Sall, on a vu par exemple dans nos milieux, dans nos réseaux sociaux, on montre comment Macky Sall a été reçu par Poutine, comment il a reçu Macron. Donc, c'est comme si... Vous voyez quoi, ça fait... C'est parce que tout simplement, en réalité, il y a des enjeux dans cette situation. Et aussi, on le sait très bien que Poutine aussi, il est dans une posture de conquérir l'Afrique. Merci beaucoup, Aladji Mohamed Suleiman, Hassan Boukar. Quels sont les enjeux de la visite du président de l'Union africaine pour le développement de la coopération entre l'Afrique et la Russie, rapidement? Je pense qu'il y a quelque chose comme une Afrique qui fait entendre sa voix dans un conflit à l'échelle internationale. C'est de bonne guerre. Pour moi, c'est de bonne guerre. Déjà, aux Nations Unies, les Africains ont montré qu'ils peuvent ne pas faire les choix automatiques qu'on attend d'eux. Ils s'alignent d'habitude derrière les positions européennes. On s'est rendu compte que certains pays africains ont refusé de voter contre la Russie, et des pays dont le Sénégal se sont abstenus carrément. Alors, les Européens, pour la première fois, c'est eux qui parlent d'être isolés. Ils ont l'impression que la Chine, l'Inde, l'Afrique se trouvent d'un côté contre l'Europe qui veut qu'on sanctionne la Russie. Et donc, les Africains, ils peuvent aussi choisir leurs intérêts. C'est une question de conflit à l'échelle internationale. La conséquence pour les Africains, c'est justement la difficulté dans l'accès aux denrées. Et donc, Macky Sall, qui parler au nom de l'Afrique en tant que président de l'Union africaine, il pose ce qui est l'intérêt direct de l'Afrique. Dans tout ça, où se trouve l'intérêt de l'Afrique?
Mais c'est la possibilité, par exemple, qu'on accède à des villes. Vous avez des pays qui sont très dépendants. L'Égypte, certains pays du Maghreb sont très dépendants de la production ukrainienne, de blé par exemple. Et donc, les pays ont besoin de faire entendre aussi la voix de l'Afrique, allez le dire. Les Européens aujourd'hui, leur rôle, qu'on disait que c'est d'accueillir les Ukrainiens, c'est d'armer les Ukrainiens. Nous, ce qui nous intéresse, c'est un meilleur accès aux denrées alimentaires. Et donc, le fait qu'ils parlent de cela, ils portent la voix de l'Afrique. Et ça montre aujourd'hui que les Africains peuvent, au moins à un certain moment, dire voilà leurs intérêts, qui n'est pas forcément l'intérêt des grandes puissances. Et donc, pour moi, c'est peut-être une bonne option aujourd'hui de faire entendre la voix de l'Afrique. Merci beaucoup. Nous sommes au terme de ce forum de Studio Kalangou. Merci à nos invités. Alhaj Mohamedou Suleiman, directeur de la rédaction du journal Niger Inter. Hussein Issa Jibo, journaliste indépendant, et Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du Studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h sur nos 52 radios pour suivre l'actu des jeunes suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, suivez le forum en Hausa et dimanche celui en Zarma. À la technique, Seini Isaka, à la régie vidéo, Mustafa Ayouba. C'était moi, Mokhtar Hamadou, à la modération du forum. Merci, au revoir.